Bienvenue, aujourd'hui on va se plonger dans une atmosphère assez sombre. Londres 1888, le quartier de Whitechapel. Ah oui, le brouillard, les ruelles mal éclairées. Exactement. Et au cœur de tout ça, une affaire qui fascine et terrifie encore. Jack l'Éventreur. L'un des plus grands mystères criminels, sans aucun doute. Notre but aujourd'hui, ça va être de revisiter un peu cette histoire, essayer de séparer les faits avérés de tout le mythe qui s'est construit autour. Ce qui n'est pas simple. Non, pas simple du tout. On va s'appuyer sur ce qu'on sait de l'époque, quoi. Et pour comprendre, il faut vraiment visualiser cette East End. C'était la misère noire, vraiment. Surpopulation, des conditions de vie terribles, insalubres. Mhm. Il y avait beaucoup d'immigrants aussi, des Irlandais et puis des Juifs d'Europe de l'Est, qui fuyaient les pogroms, ces violences antisémites. Oui, Chapel, c'est énorme. énorme. Donc forcément, un climat de tension sociale, de méfiance, voire de xénophobie latente. C'est là-dedans que tout commence. Et c'est là que l'horreur survient. Entre août et novembre 1888, 5 femmes sont tuées de manière particulièrement brutale. Ce sont les victimes dites canoniques. C'est ça. Celles qu'on attribue avec le plus de quasi-certitude à Jack l'Éventreur. Mary Ann Nichols, puis Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes et enfin Mary Jane Kelly. Et ce qui frappe tout de suite, c'est la violence, le mode opératoire, non? Absolument. Une signature macabre, si on peut dire. Ces femmes, toutes issues des milieux les plus pauvres, sont retrouvées la gorge tranchée. Oui. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi ces mutilations au niveau de l'abdomen, des organes génitaux. Et parfois, le tueur prélève des organes. L'utérus, un rein, le cœur. Et on note une escalade dans la violence, sauf pour une victime, c'est ça? Oui, la brutalité semble augmenter, sauf pour Elizabeth Stride. Là, on pense que le tueur a pu être interrompu dans son œuvre macabre. On a beaucoup spéculé sur les connaissances anatomiques du tueur. C'était une piste sérieuse? Oui, l'idée a circulé, à cause de la supposée précision de certaines coupures. Mais elle a été remise en question, notamment par le docteur Thomas Bond, un médecin légiste important dans l'affaire. Ah d'accord. Lui, il penchait plutôt pour quelqu'un sans formation médicale particulière. Il faut aussi dire qu'il y a eu d'autres meurtres très violents dans le quartier à la même période. Emma Smith, Martha Tabrom. Hmm. Mais on ne sait pas vraiment s'ils sont liés à l'éventreur. L'incertitude est partout, Et la police? Face à ça, on imagine la pression? colossale. La Metropolitan Police, Scotland Yard, la police de la City, tout le monde est sur le pont. Mais ils piétinent. Pourquoi? Quasiment pas d'indices exploitables avec les moyens de l'époque. Pas de témoins fiables. Et puis une presse qui s'enflamme, qui relaie la peur, la panique. Ça a dû être terrible pour l'enquête. Oui, au point que des habitants ont même créé leur propre comité de vigilance. On enquêtait sur des centaines de pistes, interrogé des bouchers, des médecins, sans rien de concluant. Et on a même tenté une sorte de profilage avant l'heure? C'est ça, avec le docteur Bond, justement. Il a essayé d'esquisser un portrait. Un homme solitaire, sujet à des accès de folie, meurtrière et érotique. Mais ça reste assez vague. Très vague. Plus de 300 pistes étudiées, 80 arrestations. Et toujours pas de suspect solide. Les théories allaient bon train. Un habitant du quartier, ou au contraire, quelqu'un de la haute société. Impossible de savoir. Et c'est dans ce contexte qu'apparaît ce nom, Jack the Ripper, Jack l'Éventreur. D'où sort-il exactement? Alors, ça, c'est fin septembre 1888. Une agence de presse reçoit une lettre, la fameuse lettre Dear Boss. Ah oui, L'auteur y revendique les meurtres et signe Jack the Ripper. Ce nom, il est immédiatement repris partout, par tous les journaux. Il fait le tour du monde. et il y a eu d'autres lettres? Oui, d'autres courriers ont suivi. Une carte postale, Saucy Jackie, et surtout la lettre From Hell, venue de l'enfer, qui était accompagnée d'un demi-rein humain, présumé être celui d'une victime. Glaçant. Mais le rôle des médias là-dedans est central. Ils ont créé le mythe en quelque sorte. Mais est-ce que ces lettres étaient vraies? C'est toute la question. Cette affaire, c'est vraiment un tournant pour le journalisme criminel. On atteint des sommets de sensationnalisme. On imagine? Mais l'authenticité de la plupart de ces lettres signées Jack, elle est très, très contestée aujourd'hui. Beaucoup pensent que ce sont des canulars. Des canulars? Par qui? Eh bien, on soupçonne même des journalistes de l'époque, des gens comme Tom Bullen ou Fred Best, peut-être pour faire monter la sauce, entretenir la psychose, et vendre plus de journaux, tout simplement. Donc le nom qui a terrorisé le monde entier pourrait être une invention médiatique? C'est une possibilité très sérieuse, oui. Le pouvoir des médias, déjà à l'époque. C'est fou. Et au-delà du mystère policier, cette affaire a eu d'autres conséquences, non? Elle a mis en lumière la misère de Whitechapel. Exactement.
Ça a choqué l'opinion publique et ça a mené, à terme, à certaines réformes urbaines. Mais ce qui reste le plus fort, c'est la figure de Jack l'Éventreur elle-même. Il est devenu une sorte d'icône du mal. Tout à fait. Plus qu'un tueur, c'est devenu un archétype. Le croque-mitaine ultime. Sa figure a évolué dans l'imaginaire. Un fantôme, un médecin, un aristocrate. Le mystère de son identité n'a fait qu'alimenter cette fascination morbide qui dure encore. En résumé, c'est un mélange explosif. C'est ça. Des crimes atroces bien réels, un échec policier retentissant, une frénésie médiatique qui a façonné la légende et ce mystère total qui demeure. Distinguer la réalité historique du mythe, ça reste un vrai défi. Et peut-être que la question finale, ce n'est pas tant de savoir qui était Jack l'Éventreur, mais plutôt de se demander ce que cette affaire révèle sur la société victorienne de l'époque, ses angoisses, ses divisions profondes, et peut-être aussi sur notre propre fascination, encore aujourd'hui, pour le macabre et l'inconnu.